Je suis en retard. Un chouïa. Mais c'était pour une bonne raison. Je sais pas si vous avez vu sur la chaîne, c'était pour une bonne raison. Bonjour à toutes et à tous, on m'appelle Steven. Nous allons revenir bien évidemment sur l'épisode 2 de She-Hulk que je viens tout juste de visionner. Je suis content, je ne me suis fait absolument pas spoiler durant ces 2-3 jours où j'étais absent. Et quand bien même, c'est un épisode 2 que j'ai pas mal aimé, qui en soi est assez vide scénaristiquement, on va dire. Il n'y a pas grand chose comparé à l'épisode 1, en tout cas, il n'y a pas grand chose concernant She-Hulk, etc. Et c'est un épisode aussi où je dirais que on reste pas mal sur notre fin parce que format court, 30 minutes, etc. Et 30 minutes d'ailleurs avec le récap, donc c'est un petit peu moins que 30 minutes. Mais c'est un épisode qui fait le taf. Parce que c'est un épisode, mais bordel, qui fait le lien enfin avec tout le MCU. Et ça, c'est ultra kiffant et c'est pour ça que j'ai kiffé cet épisode. Alors, je sais qu'il y en a certains, et je vais pas être d'accord avec vous, mais ça ne veut pas dire que vous avez tort. Je sais qu'il y en a certains qui parlent notamment de Wolverine dans She-Hulk, comme quoi il aurait été mentionné lors d'un petit easter egg écrit sur ce fameux journal où on parle donc d'un homme avec des griffes en métal qui s'est battu dans un bar, etc. Alors, me concernant, je pense plus, si jamais il doit y avoir un caméo, qu'il s'agit donc du hibou, car à peu près, vous le voyez, la même tronche en fait, et qui en plus par contre est un ennemi de Daredevil. On sait que Daredevil est dans She-Hulk, ça pourrait être en fait lui le lien, et ça pourrait être pour ça en fait que Daredevil interviendrait dans She-Hulk. Donc voilà, je voulais juste revenir par rapport à ça, parce qu'en plus je sais que certains vont très probablement me poser la question, et surtout, moi la chose que j'ai kiffé, enfin, bordel, ça y est, c'était dans ma vidéo attente. Qu'est-ce que je pense de She-Hulk avant la diffusion de la série? Je vous avais dit quoi? Je vous avais dit que je voulais absolument qu'on ait des liens avec le MCU et ça comportait ceci. Enfin, on a notre première référence au Céleste de Eternals qui prend la moitié de l'océan Pacifique à la fin du film et dont on ne parlait jamais. Et tu te disais, mais attends, mais ils sont aveugles les passants, ça se passe comment? Il n'y a personne qui en parle, il n'y a personne qui pose des questions, que se passe-t-il? Et ça y est, là aussi, il est mentionné dans un précédent article, apparemment, pourquoi est-ce qu'une main d'homme en statue traverse l'océan, etc. Donc on a notre première, on va dire, insinuation à ce fameux Céleste. Concernant le reste un petit peu de l'épisode, et concernant aussi l'autre lien avec le MCU, c'est tout simplement le fait que She-Hulk est une série que j'aime bien parce qu'elle se concentre sur la vie civile. Voilà, c'est vrai que j'ai adoré les précédents films, les précédentes séries du MCU, mais avant c'est vrai que tu étais vachement centré sur l'espace, sur les choses, et tu te posais la question, mais en fait, que se passe-t-il pour les Avengers déjà? Comment est-ce qu'ils font pour vivre? Et aussi, que font les passants? Tout simplement, que font les passants? Comment se comporte la vie sur Terre pendant, je sais pas, que Infinity War est là, pendant que Endgame est là? Comment est-ce que ça se passe? On a vu quelques petites références avec Falcon et Winter Soldier, où là on voyait finalement que le fait que Falcon soit un Avengers, ça apportait pas non plus grand-chose. Mais là j'ai apprécié parce que, effectivement, on sait que Jennifer Walters ne veut pas être une super-héroïne, et en plus c'est vrai qu'elle dit, mais attends, mais ça va m'apporter quoi? Est-ce que je vais avoir une mutuelle? Est-ce que je vais être payé? Que va-t-il se passer pour moi? Donc c'est des questions en fait qui sont existentielles. Et c'est ce qu'on peut dire en fait, c'est qu'on reproche assez souvent concernant le MCU que c'est pas assez réaliste, que voilà, certains disent que ça part un peu en couille par moment, etc. Et là vraiment on est ancré à la réalité, on a des enjeux qui sont reconnaissables, des enjeux que vous, moi, votre parent, je sais pas, votre cousin, se pose peut-être comme question. Est-ce qu'il me faut une mutuelle? Est-ce que je vais te payer? Et moi c'est un point que j'ai trouvé important dans cet épisode. L'autre chose, et là je suis heureux, c'était tout simplement Hulk. Parce que Hulk, vous le savez, durant l'épisode 1, j'avais fait une petite vidéo théorie, je vous disais que Hulk était un menteur, parce qu'il avait l'air de cacher énormément de choses, et je vous disais dans cette vidéo que selon moi, Hulk, entre Ragnarok et maintenant, était déjà retourné sur Sakaar. Voilà, peut-être pour son fils, peut-être pour quelque chose, on ne sait pas vraiment, mais je vous avais dit, voilà, pour moi, il y a une couille dans le pâté, il est retourné sur Sakaar, etc. Et j'ai adoré parce qu'il y en a certains en commentaire qui étaient d'accord avec moi, qui ont trouvé la théorie hyper plausible, et il y en a d'autres aussi qui m'ont dit, mais n'importe quoi, Steven, mais qu'est-ce que tu racontes? C'était à peu près le même truc que pour les 3 Spider-Man. Qu'est-ce que tu racontes de Steven? Tu racontes que des bêtises, c'est tiré par les cheveux. Voilà. Là, c'est pas tiré par les cheveux, peut-être. C'est-à-dire que Hulk se fait un petit voyage transgalactique, si je puis dire, à bord d'un vaisseau qui ressemble quand même, mine de rien, à
à ce qu'on a eu dans le premier épisode. Voilà, dans le petit rond, vous le voyez ici. Donc je pense clairement que Hulk va sur sa carte ici. Est-ce que c'est pour son fils? Est-ce que c'est juste pour demander des comptes? Pourquoi est-ce qu'un vaisseau Sakarya finalement a fait provoquer cet accident? Voilà, que s'est-il passé? Quoi qu'il en soit, il est dans un vaisseau sakarien. Donc, est-ce que je raconte toujours des bêtises? Est-ce que la théorie n'était pas au moins plausible? Je vous pose la question. Ceci étant dit, d'autres liens sont faits aussi avec notamment Wong. Wong et l'abomination, où on apprend finalement que l'abomination s'est échappée de prison pour tout simplement se livrer à des combats de rue, si je puis dire. Alors, il y a Wong qui n'est pas mentionné parce qu'apparemment, il n'est pas reconnu dans cette arène. Alors, Wong, il n'y a personne qui en parle. Mais l'abomination, on en parle comme quoi il a été un petit peu exfiltré de sa prison. Voilà, ça fait plaisir parce qu'enfin, ça commence un petit peu à prendre sens tout ça. On se demandait, ouais, mais She-Hulk, comment ça se fait? L'abomination à la fin de Shang-Chi, pourquoi est-ce que Hulk déjà était humain? C'est une question à laquelle on a répondu précédemment. Maintenant, c'était l'abomination. Et il semblerait finalement que, effectivement, Jennifer Walters vienne en cours de route et qu'elle vienne demander des comptes avec, ça y est, un Emil Blonsky qui est de retour. Un Emil Blonsky qui est de retour. Et je vais pas vous le cacher, c'était ma plus grosse attente. Vous le savez si vous avez vu ma vidéo attente que j'avais faite avant diffusion justement de la série. Mais l'abomination, c'était ma plus grosse attente parce que j'avais très très peur qu'il le transforme en personnage en fait humoristique. Là où dans l'incroyable Hulk finalement, c'était pas du tout ça. Et ce changement en fait de ton, de personnage, parce que c'est clairement plus le même personnage, me faisait très très peur et je me suis dit, mais en fait, il faut absolument qu'on garde le lien. Et bien vous savez quoi? Pour l'instant, en tout cas, pour l'instant, je trouve que ça passe plutôt bien. Voilà, pour être honnête. C'est-à-dire que Tim Roth explique, enfin Tim Roth, joué par Tim Roth, qui est d'ailleurs incroyable, là aussi, il faut quand même le souligner. Moi, c'est un acteur que j'adore et qui est très convaincant aussi dans cet épisode. Voilà, donc Emil Blonsky présente un petit peu ce qui s'est passé, pourquoi est-ce qu'il a agi soi-disant comme ça, que c'était le gouvernement qui lui a ordonné que, voilà, il fallait faire ça, que s'il avait détruit une ville en tant qu'abomination, c'est à cause du super sérum qu'on lui a injecté à cause du gouvernement. Et vous savez quoi? Son petit truc un petit peu humoristique, voilà, son petit mea culpa, il envoie des petits mots d'amour à Hulk, etc. C'est que du bullshit, mais c'est sûr et certain. Et c'est pour ça que je suis content, parce que ça se voit. Il met tout sur le dos du gouvernement pour essayer de s'en sortir, alors que si vous avez vu l'incroyable Hulk, vous savez très bien que c'est lui qui a demandé à avoir plus, justement, à avoir plus de sérum, etc. Il a toujours été partant. Il y a même le général Ross qui l'avait mis en garde contre certains effets secondaires, etc. Il a quand même accepté. Il était en toute conscience de ce qui pouvait se passer en injectant ce sérum. Le gouvernement n'y est, je vais dire absolument pour rien, entre guillemets, même si bon, il a quand même une petite partie dans l'histoire, mine de rien, mais voilà, on sent que Tim Roth, faut que j'arrête de l'appeler Tim Roth, mais Emil Blonsky, qui est de retour donc depuis 2008, ça fait extrêmement plaisir, eh bien on sent que c'est un petit peu du bullshit, voilà, que tout son truc, comme quoi il a changé, etc., c'est voilà, c'est pour s'en sortir, et que en fait tout ce qu'il a à faire dans cette scène, c'est convaincre l'avocate afin qu'elle puisse mener à bien sa défense. Et d'ailleurs, petite anecdote en passant, je trouve que sa prison est beaucoup mieux gardée que dans Miss Marvel avec Damage Control, où il y a tous les clandestins qui s'enfuient vraiment en 30 secondes. Là, t'as tout un dispositif, t'as de la paperasse, t'as plein de choses qui font que, en fait. Et mine de rien, il arrive quand même à s'échapper. Moi, je me demande, en fait, encore bien évidemment, pourquoi est-ce que Wang l'a exfiltré de la prison pour aller mener en plus un combat d'arène, ça lui ressemble absolument pas. Donc c'est très bizarre. J'imagine que derrière, il y aura une explication fondée, etc. Mais pour l'instant, en tout cas, ça se défend plutôt bien. Ça tisse des liens avec le MCU d'avant et de maintenant également. Ça reste cohérent. Et enfin, on a des trucs, j'ai envie de dire, avec la famille du Céleste, etc. Alors, petit point négatif dans cette vidéo. Il y a quelques points négatifs, effectivement. Le premier, je ne vais pas trop m'attarder dessus, c'est que je trouve que le design de She-Hulk dans cet épisode pique vraiment les yeux. Là où dans l'épisode 1, je vous disais que franchement, c'était plutôt... Enfin, ça allait, quoi, voilà, qu'on s'était un petit peu alarmé pour rien. Alors, c'est pas tant le design du personnage qui est moche, c'est plus l'animation. On a l'impression de se retrouver, en fait, face à un personnage de jeu vidéo.
Moi, je vous avais dit dans ma vidéo attente que c'était un problème que je voyais venir à 3000% et que j'allais pas être si regardant sur les effets spéciaux parce que je sais très bien que ça va être une déception sinon. Donc voilà, je tenais juste à vous le dire, c'est pas une chose du coup qui m'a déçu parce que je m'y attendais. Faut pas être trop regardant, je pense. Mais voilà, ça fait le taf après. C'est pas non plus ignoble. Mais c'est vrai qu'au niveau des animations, c'est un petit peu à 2 à l'heure par moment. C'est pas très fluide, etc. Surtout au niveau des yeux, du visage. Donc voilà, je tenais juste à vous le dire ici parce que l'épisode 1 se défendait bien, je trouve. Là, l'épisode 2, voilà, ça a l'air d'être une saison qui va être assez irrégulière sur ses effets spéciaux. Et l'autre point négatif, si je puis dire, c'est tout simplement la famille de Jennifer Walters. Donc ce moment de l'épisode où j'ai trouvé que, pas qu'il y avait un coup de mou, mais pour l'instant en tout cas, qui servait pas à grand chose. Alors je comprends tout l'intérêt de montrer sa famille, c'est encore une fois cet intérêt de nous montrer un aspect réel du MCU, accroché à la réalité, et de montrer finalement que elle a une famille, elle a un père, elle a une mère, que tout simplement il faut montrer que ta famille maintenant te prend pour une star, etc. Qu'elle en veut pas trop de cette image, mais pourtant qu'elle l'a. Une famille qui est pour le coup bienveillante, assez particulière. Donc voilà, pour le coup, j'ai pas trouvé ça super ouf dans l'épisode, là où toi tu voulais surtout son délire d'avocat, l'abomination, etc. Mais je pense que ça va servir pour les prochaines fois, donc à voir bien évidemment dans les prochaines critiques. Mais c'est vrai que pour l'épisode en lui-même, je trouvais que ça mettait un petit coup de mou et que c'était pas forcément très très intéressant, on dira. Et enfin, j'ai bien aimé aussi, parce que dans l'épisode 1, je relevais en fait, alors peut-être avec maladresse, je sais pas, mais je relevais en fait le fait que il y a tout un discours autour de la femme, en fait, qui est malmenée dans la société par les hommes, etc. Certains l'ont compris comme un truc anti-féministe, alors que pas du tout, c'était pas ça le but. Le but, c'était de dire, je pense que ça a été dit avec maladresse, du coup. Dans le sens où, pour moi, ils ont peut-être pas donné assez de contexte dans l'épisode 1, et ils te vendaient des trucs gratuits, enfin, je veux dire... Sans déconner, le moment dans l'épisode 1, j'y reviens, mais le moment dans l'épisode 1 où elle sort de l'accident et elle va dans le premier bar qu'elle trouve, elle est toute sale, etc. Et là, t'as 10 filles qui arrivent en mode solidarité féminine et qui lui prêtent un manteau, qui la maquillent, etc. J'ai pas besoin d'être une femme pour vous dire que ça n'existe pas, ce genre de choses. Vraiment, ça. Ou alors, très rarement. Peut-être que si vous avez été témoin de ça, dites-le moi en commentaire, hein, je suis preneur. Mais vraiment, pour le coup, j'ai trouvé ça surréaliste. Enfin, c'est des choses comme ça qui m'ont pas non plus dérangé, mais où je me suis dit, ah, ça fait un petit peu forcing, pour le coup. Ou là, dans l'épisode 2, par contre, c'est beaucoup plus intelligent parce que c'est toujours présent, du coup. On a, vous savez, le moment où Jennifer Walters, du coup, se fait virer de son boulot parce qu'elle est devenue She-Hulk, que ça peut être la honte pour le cabinet d'avocats, et donc elle se fait tout simplement virer. Et là, au niveau de la réalisation, on a vraiment tout le complexe d'infériorité donc de son patron qui est mis en avant. On est sur un plan en plongée, voilà, j'ai trouvé le mot. On est sur un plan en plongée, et même dans le dialogue, le patron le dit clairement, elle veut qu'elle redevienne humaine. Il nous dit mot pour mot, c'est une conversation sérieuse, l'air de dire en gros, une femme Hulk, on aura tout vu, c'est ridicule, quoi, tu vois. Donc, moi, je trouve que c'était plutôt bien emmené, ce plan-là. C'était pas non plus, ça criait pas aux féministes, voilà, comme certains pouvaient le dire durant l'épisode 1, mais c'était quand même présent et c'était mené, je trouve, de manière plus intelligente et plus réaliste, surtout. D'ailleurs, tout le monde dans les bureaux la traite également comme une blague, en fait, c'est-à-dire que tout le monde la regarde, on sait pas vraiment s'ils la regardent pour admiration, ou si plus on la regarde en disant ah ben regarde elle a été recrutée finalement parce qu'elle est She-Hulk, etc. Donc elle a rien dans la tête ou voilà. Donc je trouve que c'est plutôt intéressant et embauché aussi bien évidemment pour son lien avec Emile Blonsky qui est une affaire, on le dit dans l'épisode, ultra médiatisée et donc qui peut rapporter énormément d'influence et de thunes au bureau d'avocat. Donc c'est pour ça qu'elle a autant la pression à ce moment-là en mode en fait tu dois t'occuper d'Emile Blonsky sinon t'as pas de job en fait. Donc j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Bah écoutez, un épisode pour le coup, ce que je peux dire pour essayer de nuancer mes propos, c'est que je suis resté un petit peu sur ma faim, contrairement à l'épisode 1 où je l'ai trouvé assez complet, mais pourtant il était court. Mais là je suis resté un petit peu sur ma faim, j'aurais peut-être voulu plus voir d'abomination, en fait, on dira. Le moment avec la famille, pour l'instant en tout cas, qui n'a pas tellement d'intérêt selon moi, mais par contre des liens avec le MCU qui sont tissés, c'est cohérent avec ce qu'on nous a présenté précédemment justement, ça fait ultra plaisir.
Ça fait ultra plaisir parce que depuis le temps que je vous en parle en vidéo, depuis, mais je sais même plus quelle série, mais avant Moon Knight et avant tout ça, je vous disais, mais j'espère qu'ils vont parler de ce fucking Céleste. Je vous disais même, mais même qu'on n'en parle pas de manière principale, juste, et je vous en parlais justement, entendre à la radio un truc, ou voir en fond sur une télé une news qui défile avec le Céleste dans l'océan, c'est exactement ce qu'ils ont fait. Donc je suis trop content, vraiment là-dessus, c'est bon. Il faut que ce soit un petit peu plus développé peut-être, sur le long terme on dira, pour qu'on considère que ça a une importance, ça reste quand même un géant extraterrestre humanoïde qui est bloqué dans l'océan Pacifique et qui peut avoir des répercussions environnementales assez insane, je pense. Mais en tout cas, c'est là pour l'instant et ça fait plaisir. Bah, écoutez, dites-moi un petit peu ce que vous avez pensé de cet épisode en commentaire. Je suis désolé un petit peu pour le retard, j'ai vraiment pas pu faire autrement. Je suis allé à Paris en 2 jours aller-retour, etc. Bref, c'était un peu le rush. Mais c'était pour notre plus grand plaisir. Donc là, ça y est, on est de retour. On va pouvoir rebondir sur l'actualité comme toujours. Et puis voilà, je vous fais des bisous. J'espère que vous allez tous très bien. Et puis en attendant les dos, prenez soin de vous. Faites-vous bien kiffer. Des bisous les dos.